Bonjour à toutes et tous. Je vous propose donc de débuter cette conférence en ligne Patrimoine et attractivité, quelle ouverture européenne et internationale pour nos villes et territoires. Je laissais 5 petites minutes le temps de se connecter. Normalement, nous aurons une cinquantaine de personnes qui participeront à cette conférence. Certaines arriveront un petit peu plus tard. Avant de débuter sur le contenu, quelques informations techniques et très pratiques pour cette conférence en ligne. Celle-ci est enregistrée et sera ensuite diffusée sur le site internet du Salon international du patrimoine culturel. Vous pouvez bien entendu activer votre caméra pour plus de convivialité. Si vous ne souhaitez bien entendu pas apparaître à l'écran, vous pouvez couper votre caméra. Vous pouvez tout au long des différents échanges et des interventions poser vos questions dans le chat et j'y reviendrai pour les faire remonter et les poser aux intervenants. Dans tous les cas, nous prévoyons en fin de séance 15 minutes environ d'échanges et de questions directes. Pendant toute la durée des interventions des différents intervenants, je vous demanderai simplement de bien vouloir couper votre micro. Celui-ci peut être parfois activé, donc vous pouvez le couper pour éviter parfois de légers problèmes pour que ça fasse doublon dans les oreilles des intervenants. Voilà pour les informations très pratiques. Alors, je partage actuellement mon écran. Est-ce que ça s'affiche bien pour vous? Très bien, parfait. Bienvenue en tout cas à cette conférence en ligne car comme vous le savez sans doute, le Salon international du patrimoine culturel n'a pas pu se tenir en raison bien entendu du contexte sanitaire. Et comme vous le savez d'ailleurs, le contexte est très particulier sur ce sujet de patrimoine, attractivité, coopération internationale. Il est particulier à triple titre finalement. Déjà, la Covid-19 a entraîné un très net recul des déplacements internationaux et forcément derrière des échanges et des partenariats internationaux qu'il y avait pu avoir entre des collectivités, des partenaires de France et d'autres pays. D'autre part, les élections municipales, elles-mêmes retardées par le contexte sanitaire, ont entraîné parfois des priorités différentes dans les collectivités qui ont pu induire un certain ralentissement dans les échanges internationaux. Et enfin, un point important à prendre en compte, c'est que la nouvelle programmation européenne 2021-2027 est en train de se dessiner, avec forcément, dans les années qui vont venir, des modifications importantes dans les programmes et les projets européens qui vont être mis en place. Et parallèlement, si on revient au sujet du patrimoine, on a pu voir que la crise sanitaire a conduit à une certaine redécouverte des territoires et des patrimoines en France et dans les pays qui ont connu un confinement. Et on le voit que ces patrimoines participent aujourd'hui et depuis de nombreuses années à la richesse et à la diversité de nos territoires. Ça, c'est pour le cas des patrimoines directement dans les territoires. Mais au-delà, on le voit depuis un certain nombre d'années, les patrimoines, j'utilise de manière intentionnelle le pluriel, sont au cœur d'un certain nombre d'échanges internationaux, des partenariats, des relations qu'entretiennent différents partenaires en France et dans d'autres pays. C'est d'ailleurs ce que nous avions illustré lorsque nous avons publié en soutien avec le soutien du ministère des Affaires étrangères le guide patrimoine et coopération décentralisée. Ce guide, ce Vademecum, qui constitue un guide pour les collectivités, pour les partenaires, pour mettre en place des projets internationaux autour des patrimoines. Ce guide, si vous le souhaitez, est disponible sur www.site-cité.fr. Quelle ouverture européenne et internationale pour nos villes et nos territoires, c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui.
avec 4 intervenants qui nous font le plaisir d'être avec nous en virtuel, de France, de Tunisie, du Liban, avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, avec Anne-Marie Mével-Ringold, le ministère de la Culture, Monsieur Berton, Expertise France avec Pauline Lecointe, et le Liban, représenté par Ouda Odaimi, responsable de la coordination et du développement à Cité Uniliban, le bureau technique des villes libanaises. Je ne vais pas plus prendre de temps pour introduire le sujet, je voulais vous dire quelques mots. Je vais de suite passer la parole à Anne-Marie Mével-Ringold, qui est chargée de mission spécialement sur les questions de patrimoine, de culture, à la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Quelques questions à Anne-Marie qui sont aujourd'hui, quelle est finalement la place des patrimoines dans les projets de coopération européenne et internationale et quel intérêt finalement pour les collectivités françaises, malgré le contexte, de poursuivre ces échanges internationaux. Anne-Marie, si tu nous entends, je pense, je vais arrêter le partage d'écran. Tu as la parole. Merci Jonathan. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer à ce webinaire sur les patrimoines, un sujet fort passionnant et intéressant et qui est démontré par le nombre de présences sur ce webinaire. Alors quand on parle de patrimoine, patrimoine au pluriel, on peut entendre le mot héritage qui vient de nos anciens, que l'on transmet. Alors très souvent, il est naturel, culturel, historique, archéologique, gastronomique. Et pour un pays, c'est son ADN, sa carte d'identité, son passeport. Chaque région, chaque ville ou terroir a ses propres spécificités et chacun les met en valeur en fonction de son intérêt, de sa volonté de le mettre en exergue. C'est aussi une façon de permettre à la population locale de se l'approprier en faisant son bien propre, comme on pourrait le faire avec un bien familial. Et c'est de pouvoir le brandir de telle façon que l'on mette en avant ce patrimoine qui vous appartient et de le faire découvrir aux autres. Aussi, il est important de le préserver. Au ministère des Affaires étrangères et particulièrement à la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, nous avons vraiment conscience de l'importance de ce patrimoine et de sa richesse. Et il fait partie des grandes thématiques prioritaires de la coopération décentralisée et c'est une composante très forte. L'expertise des collectivités territoriales en la matière est reconnue et fortement demandée. Il nous arrive très souvent d'avoir des collectivités étrangères qui font appel à l'expertise française et nous faisons en sorte de trouver le partenaire idoine pour que se mette en place ce partenariat, cette coopération décentralisée. Souvent, elle répond à des défis majeurs. On parle d'urbanisation anarchique dans certaines villes du monde. On parle de préservation de l'environnement. On parle d'inclusion sociale, de participation des acteurs locaux. On parle de développement de l'emploi. On parle aussi du tourisme et de son attractivité économique. Pour vous dire un peu à tel point que ça représente une importance au sein de la coopération, on dénombre à peu près 75 collectivités françaises très actives sur le volet patrimoine. On recense à peu près une centaine de projets, et ça par an. Et dans le cadre des appels à projets que nous lançons, on peut vous dire que ne serait-ce que pour 2019, 191 candidatures ont été déposées par les collectivités territoriales et là-dessus, c'est 63 projets qui sont sur la thématique patrimoine. Ce n'est pas un nombre que l'on peut mettre de côté.
d'où cette place vraiment incontestable du patrimoine dans la coopération décentralisée. On s'aperçoit que dans les appels à projets, les thématiques qui reviennent le plus souvent, c'est la réhabilitation, la revalorisation du patrimoine bâti. On va de plus en plus aussi vers la valorisation des produits du terroir. Et de plus en plus, et bon, pour la France, c'est une particularité, on met souvent la gastronomie en évidence avec les produits du terroir, que sont le vin ou d'autres produits tels que la qualité des clémentines au Maroc. On peut trouver d'autres produits comme le savon que l'on peut trouver à Saïdia au Liban et bien d'autres produits. Donc, d'essayer de les mettre en valeur. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, pour répondre à l'autre question, l'actualité nous met un peu à mal. Cette actualité, qu'elle soit géographique, politique, sanitaire, ne nous facilite pas la tâche et encore moins celle des collectivités territoriales dans leur action internationale. On s'aperçoit qu'aucun des 5 continents n'est épargné. Qui plus est, nous avons eu les municipales cette année, avec un mouvement de fond important, puisque beaucoup de nouveaux élus ont rejoint donc les municipalités. Et pour ce faire, ces nouveaux élus sont en demande de compréhension de ce qu'est la coopération internationale. En règle générale, quand nous avons des élections municipales, on a plutôt une mise en retrait, élections municipales, régionales ou départementales d'ailleurs, on a une mise en retrait pendant quelque temps de ces élus qui ont envie de faire un état des lieux de ce qu'est la coopération dans leur collectivité. Cette année, la donne est un petit peu différente. La plupart des nouveaux élus sont en demande de coopération. Ils ont fait savoir, un certain nombre d'entre eux, qu'ils souhaitaient connaître les dispositifs que l'on mettait à disposition de l'action internationale. Ils ont mis en avant le besoin de venir en aide, en appui, très souvent. Alors, ils nous ont parlé de partenariat, beaucoup nous parlent de jumelage. Ceux qui me connaissent savent très bien que le mot jumelage n'est pas un mot que j'utilise volontiers parce qu'il a souvent une connotation, et vous m'excuserez si je le répète, une connotation fanfare, trompette et majorette, qui est un héritage des actions internationales de l'après-guerre. Aujourd'hui, la coopération décentralisée est plutôt quelque chose de co-construit, c'est-à-dire en lien avec les collectivités étrangères. C'est un partage d'activités, d'actions. Donc, j'aime mieux le mot partenariat, j'aime mieux le mot coopération que le mot jumelage. Je ne dis pas pour autant que le jumelage n'est pas nécessaire. C'est le moyen aussi de démarrer une coopération. C'est le moyen de se connaître, d'apprendre à travailler ensemble. Donc, pour en venir à mes élus et la coopération décentralisée en matière de patrimoine, la demande est aujourd'hui, je dirais, intéressante et inhabituelle au regard des autres élections que nous avons pu avoir par le passé. Qui plus est, la demande sur le patrimoine est celle qui est la plus demandée. Alors, je suppose aussi que c'est une thématique qui est plus consensuelle. Il est beaucoup plus facile de travailler sur le sujet du patrimoine quand on parle de culture, quand on parle d'histoire, quand on parle de gastronomie. Ça rassemble. Autre point aussi, on a parlé donc des difficultés de la crise sanitaire. La crise sanitaire, effectivement, est quelque chose qui nous touche tous profondément. Et là, on s'aperçoit aussi que si nous n'avons pas la possibilité de nous voir, de nous rencontrer de façon physique, il y a quand même une demande d'ailleurs.
besoin de se contacter, de travailler ensemble, de se rencontrer virtuellement. Et là, la crise sanitaire a développé ce que nous faisons aujourd'hui. Ce sont les rencontres en virtuel, les webinaires. Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que ça se développe de plus en plus. Et j'ai le sentiment qu'en fin de compte, on rencontre, même si on ne se parle pas de façon directe, que l'on se voit presque plus souvent par le web que si on le faisait en présentiel. Donc, cette crise sanitaire a créé ce besoin de se rapprocher, d'être solidaire, de partager aussi les expériences dans cette crise. Alors, pourquoi les collectivités territoriales sont intéressées par la coopération décentralisée? Quel est leur intérêt? Et particulièrement dans le patrimoine. Tout d'abord, c'est d'abord respecter son chez-soi. Je disais tout à l'heure que le patrimoine, c'est un peu l'héritage que nous avons reçu. Bien, quand on a des biens chez soi, on essaye de les respecter, de les préserver, de les mettre en évidence, d'essayer de faire en sorte qu'ils vivent au travers de nous. Donc, respecter son patrimoine, c'est l'entretenir, c'est de mettre en valeur. Cela crée des activités économiques, professionnelles. Ça permet à des entreprises locales de participer à cette mise en valeur demandée par les autorités locales. Ça permet à certains artisans de pouvoir aussi travailler. C'est bon pour l'économie touristique. C'est le problème des hôtels, de la restauration, des guides, des nouveaux services. Cela crée de l'emploi, et souvent chez les jeunes qui peuvent trouver par ce biais de nouveaux débouchés d'activités, mais aussi pour d'autres catégories qui sont parfois au chômage et qui peuvent permettre de se trouver un nouvel emploi au travers de formations. Alors, quand on vient parler de formation, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. On sait que tout bon projet, pour qu'il soit pérenne, doit être bien suivi, bien travaillé. Et donc, à partir de là, il faut que chacun puisse avoir la formation adéquate pour pouvoir suivre ce projet. Donc, qui dit bon projet, bonne formation, et là, c'est le rôle aussi des collectivités territoriales de pouvoir apporter leur savoir-faire en la matière, de s'entourer des acteurs locaux qui ont ce savoir-faire également. Quand on parle de la nécessité de la formation, il se trouve qu'au sein du ministère des Affaires étrangères, on a mis en place un certain nombre d'outils. Alors, ces outils, ils sont de deux sortes. L'un, c'est la possibilité de pouvoir faire connaître le savoir-faire et donc à partir de là, de pouvoir mettre en place des formations spécifiques, parfois en appui directement avec la collectivité territoriale, parfois avec des associations d'élus comme peut l'être Cité Remarquable et d'autres organisations thématiques. Ça peut être également au travers d'un outil que nous appelons, nous, anciennement Pacte, qui est connu d'un certain nombre d'entre vous, qu'aujourd'hui on appelle EXPECT, c'est-à-dire expertise collectivité territoriale, et qui permet en fait de pouvoir faire rencontrer collectivités françaises ou étrangères qui recherchent. Plus rien. On t'a perdu, Anne-Marie. Oui, on l'a perdu. On va la retrouver. Nous offrons donc cette possibilité en leur mettant à disposition donc billets d'avion et les moyens d'assurer leur séjour sur place. L'autre volet d'appui que l'on met en place pour justement pérenniser les projets que peuvent avoir les collectivités partenaires, ce sont nos appels à projets. Alors, les appels à projets, la plupart d'entre vous les connaissent, certains ont répondu à ces appels à projets, et donc ça permet de pouvoir cofinancer les projets que vous menez les uns et les autres, de vous accompagner sur le long terme et de permettre en cela
à ce que la continuité de la coopération décentralisée puisse avoir une attractivité sur votre territoire et que la coopération décentralisée puisse permettre de mettre en exergue le patrimoine, qui est une très belle thématique. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour cette intervention. Alors, on t'a perdu un très court instant où tu parlais du label Expect, Oui. mais je pense que tu disais quelles étaient les possibilités pour les collectivités, parce que tu as commencé à parler du label Expect et ça a repris au moment où tu nous parlais du financement des billets d'avion, etc. Peut-être qu'on pourra y revenir dans les différentes questions. En tout cas, merci Anne-Marie. C'est intéressant de voir que finalement, malgré le contexte, on pourrait penser que le patrimoine d'une part et les relations internationales n'ont pas forcément le vent en poupe, mais qu'il y a quand même cette demande, cet intérêt très fort. D'ailleurs, avec du côté de Cité Remarquable, avec Cité Unie Liban et Bureau technique des villes libanaises, il y a quelques semaines, nous avions pu organiser avec le soutien du ministère des Affaires étrangères un webinaire sur les questions de patrimoine Oui. pour des collectivités libanaises. Et on a vu l'intérêt des collectivités libanaises pour le sujet. Ça me fait finalement la transition auprès de Ouda Oudaimi, qui est responsable du développement et de la coordination à Cité Unie Liban, bureau technique des villes libanaises. Donc, Ouda, tu as pu nous suivre aujourd'hui et intervenir depuis Beyrouth. Merci beaucoup à toi. Alors, on a entendu l'approche du ministère des Affaires étrangères, l'appui aussi, quel pouvait être l'intérêt des collectivités françaises sur les questions de patrimoine, de coopération internationale. J'aimerais finalement, Ouda, te retourner la question sur les questions de patrimoine, de relations internationales. Quel est l'intérêt des collectivités libanaises sur le sujet et quels sont les types de projets qui ont été mis en place ou qui peuvent se développer dans les prochaines années? Merci beaucoup, Jonathan. Merci à tout le monde pour votre participation et bonjour de Beyrouth. Je vais revenir très brièvement aussi sur l'intérêt pour le Liban de la coopération avec la France. On sait que les relations de coopération donc, entre le Liban et la France sont anciennes, elles sont très riches et très étroites, comme le montrent les nombreux secteurs sur lesquels il y a de la coopération, le secteur médical, le juridique, le culturel, l'artistique, l'éducatif, et bien sûr la coopération décentralisée dont je reviendrai plus en profondeur ensuite. Et bien sûr, comme l'a montré la très forte mobilisation de la France suite aux explosions du 4 août dans le port de Beyrouth. Et on peut dire que le Liban est résolument francophone et francophile, mais c'est vrai que ces derniers mois nous ont montré que la France était libanophile. Ça, c'est vrai que ça rapproche vraiment et ça facilite la coopération entre les deux pays. Pour ce qui est des collectivités libanaises, la coopération décentralisée entre collectivités françaises et libanaises est très dynamique et très riche aussi, sur plusieurs thématiques, mais également le patrimoine. Il y a à peu près une dizaine, on va dire, de projets sur le tourisme, le patrimoine entre villes, collectivités françaises et libanaises. Et on peut dire que pour une collectivité locale libanaise, d'avoir un partenariat avec une collectivité française, c'est de bénéficier bien sûr de toute cette expertise et de ce savoir-faire qui est très important au niveau de la France, de formation, donc comme Madame Reagan en a parlé, des retours d'expérience des villes françaises. Les erreurs faites nous montrent aussi l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est vrai que c'est une expertise qui n'est pas comme une expertise privée parce qu'elle n'a pas d'intérêt. Et ça, c'est quand même très important d'avoir un conseil d'une collectivité française pour une ville libanaise. Ça permet aussi ensemble que les deux partenaires puissent aller chercher des fonds qui sont mis en œuvre pour leurs projets de développement, donc via la DAECT, l'AFD, l'Union européenne ou d'autres encore. Et aussi, c'est quand même un point important, c'est un appui à la bonne gouvernance locale, dont on a particulièrement besoin ici, le renforcement de capacités,
parce que les collectivités libanaises pâtissent d'un manque cruel de ressources humaines et de compétences, notamment dans le domaine du patrimoine, de la valorisation du patrimoine. Jonathan, le PowerPoint, c'est pour la fin. C'est parce que je vais donner un exemple d'un projet que j'illustrerai avec les photos, si tu veux bien. D'accord, je le mettrai après. Merci. Sinon, les participants ne vont plus comprendre. Voilà, je ne sais pas si vous le savez, mais le Liban connaît une crise sans précédent. Elle est politique parce qu'on n'a pas de gouvernement depuis plusieurs mois. On espère en avoir un bientôt, on va voir. Social avec 1,5 million de réfugiés accueillis ces dernières années qui sont toujours là. Une crise de pauvreté. La Banque mondiale parle d'une possibilité qu'il y ait 80% de la population qui passe sous le seuil de pauvreté d'ici la fin de l'année. Bien sûr, un chômage à 40%. Et tout cela est venu s'ajouter la crise du Covid qu'on a connue comme tout le monde. Et l'explosion du port, donc, qui a fait 200 victimes, 6 000 blessés et près de 300 000 sans-abri. Il faut dire que cette explosion a bien sûr impacté très très fortement Beyrouth, j'y reviendrai plus tard, mais en fait elle a impacté tout le territoire parce qu'en fait beaucoup de personnes se sont réfugiées dans leur village d'origine, les villes elles-mêmes ont envoyé des appuis à Beyrouth, etc. Et puis c'est le cœur économique un peu du pays aussi qui a été touché. Et face à cette situation, en fait, la mobilisation internationale est très importante, mais il faut souligner que les nombreuses aides qui arrivent principalement à des ONG internationales ou locales. Et qu'en ce qui concerne les collectivités locales libanaises, elles ne bénéficient que de l'appui de la coopération décentralisée, principalement française, pour les aider à répondre à tous ces enjeux qui sont liés à cette grave situation sur leur territoire. Au Liban, le patrimoine est une thématique très importante. On a des patrimoines archéologiques quand on parle de villes de Baalbek, les villes de Byblos, la ville de Tyr, la ville de Saïda, la ville de Tripoli. Donc tout ça, c'est un patrimoine archéologique historique très important, un patrimoine religieux aussi très important, naturel, culturel. Et ce patrimoine représente un très bon levier pour l'élaboration de stratégies de développement local. Parce que malgré les très grandes difficultés dans lesquelles se retrouvent les collectivités locales, comme je les ai exposées, et comme l'a exposé aussi Madame Reingold, elles sont quand même demandeuses de quand même monter des projets de partenariat sur cette thématique. Et ça reste très, très pertinent parce que c'est un vecteur de développement économique, effectivement, de création d'emplois locaux, mais également parce que ça permet de mettre en valeur les spécificités, la richesse des patrimoines. Ça s'est montré aussi par la richesse des secteurs dans lesquels les partenariats se montent, que ce soit du bâti ancien, que ce soit l'art culinaire, que ce soit des vestiges archéologiques, les sites religieux, les forêts, les musées, etc. Et effectivement, on a parlé du drame de l'explosion du port de Beyrouth. Il faut savoir que ça a mis en exergue aussi l'intérêt du patrimoine parce que c'est des galeries d'art, ce sont des musées, ce sont des maisons traditionnelles qui ont été très sérieusement endommagées, voire détruites. On parle d'à peu près 600 bâtiments historiques touchés, dont 60 sur le point de s'effondrer. Et donc des musées comme le musée de Beyrouth, le musée archéologique de l'université américaine, le musée de la préhistoire, le musée Sursock, qui est un musée d'art contemporain, ont été fortement endommagés. Face à ce drame, effectivement, le patrimoine est une thématique très importante puisque ça demande des chantiers de réhabilitation, de reconstruction qui vont demander des moyens importants. Mais également des expertises et un savoir-faire que l'on peut trouver dans différentes collectivités françaises ou dans des institutions. C'est pour ça que des demandes ont été envoyées, que ce soit à l'IF, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, l'Institut de France, l'école de Chaillot, le musée du Louvre, l'UNESCO, mais également à des mécènes.
Pour ce qui est de l'axe collectivité locale, pourquoi c'est important, pourquoi les collectivités locales représentent un niveau important sur lequel travailler, je pense que le Liban est un exemple très remarquable de l'importance de l'échelon local. En effet, on se trouve donc dans un pays qui connaît une crise multidimensionnelle, aggravée par une forte explosion. Les hôpitaux publics et privés n'ont plus de fonds pour acheter de médicaments, le matériel médical nécessaire ou pour assurer leur fonctionnement quotidien. Les demandes de visa pour l'étranger ont explosé avec une fuite des cerveaux et de la classe moyenne dont la situation se dégrade de jour en jour. Dans ce contexte-là, les collectivités locales représentent le dernier rempart de l'action publique parce qu'elles tentent tant bien que mal, malgré leurs très forts problèmes elles-mêmes, que ce soit financiers ou en ressources humaines, de répondre aux besoins de leurs habitants et d'assurer les services publics de base. Elles ont été les premières face à la situation sanitaire, à mettre en œuvre les nombreuses demandes des ministères sans aucun moyen supplémentaire. Elles ont été les premières à envoyer de l'aide à Beyrouth lors des explosions, que ce soit à travers leurs services techniques, que ce soit à travers leurs associations, leurs bénévoles. Et la coopération entre les collectivités locales face à ce drame a été remarquable. Et ça, c'est important de le souligner. Il faut aussi souligner que face à tous ces drames, la mobilisation de nombreuses collectivités locales françaises a été quand même est à souligner. Il faut dire que dans cette situation, l'appui de la coopération de villes ou de réseaux français apporte directement un appui aux villes, et ça, c'est un appui qui est tout à fait unique. Du côté français, en matière de patrimoine, au Liban, on peut souligner l'engagement depuis de nombreuses années de plusieurs collectivités comme le département de l'Aude, le département des Yvelines, la ville de Paris, l'Association internationale des maires francophones, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, la ville de Chambéry, la région Auvergne-Rhône-Alpes, etc., la ville d'Aix-en-Provence. Et bien sûr, l'engagement de Cités remarquables de France, Jonathan, tu l'as souligné. Donc, les coopérations, en fait, ont permis aux villes libanaises de réaliser des diagnostics de leur territoire sur leur potentiel touristique, des plans stratégiques de développement local à partir des patrimoines, des plans de préservation de l'environnement et de la protection des forêts, d'organiser des sentiers de randonnée, de réaliser des web documentaires. Donc, on a aussi l'expertise numérique française qui nous a beaucoup aidés, de créer des maisons de tourisme et de réhabiliter du bâti ancien. Avec Cités remarquables, depuis 2015, les formations internationales de haut niveau qui sont organisées à Bordeaux ont permis à 13 élus et techniciens d'y participer, de 11 collectivités locales. Donc ça, c'est aussi un apport en formation qui est très important. Et donc, les villes françaises, comme l'a souligné Mme Brelgon, peuvent mettre à travers cette coopération, mobiliser leur expertise, etc. Mais ça a permis aussi, en tout cas au Liban, à des jeunes Français de participer à des chantiers pour la création de sentiers, à des universitaires de s'impliquer entre leurs chercheurs, leurs professeurs, leurs étudiants dans les études qui étaient à mener sur le patrimoine au Liban. Et bien sûr, ça permet aux collectivités françaises de mobiliser leur secteur privé, universitaire, centres de recherche, centres de formation, et ce qui vient enrichir bien sûr la participation de la coopération. Donc juste pour terminer et souligner l'intérêt de la coopération, je voulais vous parler d'un exemple d'un projet qui pour nous est très remarquable et que je voudrais vous présenter rapidement. Donc voilà, Jonathan, si tu veux bien nous montrer les photos. Donc je vais vous parler d'une coopération d'une petite ville, un petit village, je devrais dire, qui s'appelle Menjez, qui se trouve
dans le nord du Liban, dans la région du Akkar, qui est à la frontière, vraiment à la frontière entre le Liban et la Syrie, à 130 km de Beyrouth. Cette ville, en fait, se distingue par une pierre noire de basaltique qui est typique de la région et qui est assez inhabituelle pour le Liban. Il abrite une centaine de tombes mégalithiques qu'on peut voir donc dans la photo suivante, qui datent de l'âge de bronze, et donc 87 ont été étudiées. Si tu veux bien nous montrer la photo suivante, voilà. Donc 87 ont été étudiées, enregistrées dans les années 60, une basilique et une forteresse qui datent du temps des croisés. Et à côté de l'ancien château franc, voilà un temple que vous voyez sur cette photo qui a été construit avec cette roche noire et qui en fait est soit un temple au dieu romain Apollon, soit un temple hellénistique dédié à Némésis. On ne sait pas, les experts ne le savent pas. Et enfin, qu'il y a, que l'on verra sur les deux photos suivantes, une église remarquable qui a été faite à partir d'un monastère des croisés qui s'appelle Notre-Dame du Fort ou Notre-Dame de la Forteresse. Et on voit bien effectivement les pierres sombres qui la constituent. Donc le maire de cette petite ville, on voit en fait, si tu veux bien revenir juste avant, s'il te plaît Jonathan. Voilà, on voit en fait derrière l'église, vous voyez cette vallée, c'est le fleuve Nahr el-Kabir qui sépare le Liban de la Syrie. Donc c'est pour dire qu'on est vraiment au bout du Liban là. Et donc pour vous expliquer un petit peu la démarche du maire de cette ville, donc de ce village de 500 habitants, Monsieur Georges Youssef, qui est très dynamique et qui a vraiment senti en fait l'intérêt des partenariats. Et parce que justement un petit village a très peu de ressources financières ou de ressources en ressources humaines, il s'est tourné vers la coopération. Il a monté un projet avec une ville française à travers le château-musée de cette ville, qui est Bélestat, dans les Pyrénées-Orientales, avec un musée de la préhistoire au Liban, avec une université suisse, donc des compétences de l'université de Genève. Et il a mobilisé des fonds britanniques à travers le British Council. Et ce projet lui a permis de réaliser les études, les travaux, la formation du personnel municipal et la sensibilisation des habitants pour la protection et la mise en valeur de la nécropole des tombes mégalithiques, donc, dont ils ont une centaine, la réalisation d'un circuit pédestre autour des domaines, et une maison du patrimoine sous forme de musée, de centre d'interprétation du patrimoine, qu'on verra, Jonathan, dans les 2 prochaines photos. Voilà, donc c'est quand même avec des objets qui ont été trouvés dans les domaines, enfin c'est des restitutions d'objets retrouvés dans les domaines et les explications. Et en plus de cela, grâce à sa coopération avec l'Université de Genève, ils ont réalisé un dossier qui a abouti à l'inscription du patrimoine de ce village sur la liste indicative du Liban au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. Et ils cherchent maintenant donc une expertise pour réaliser le plan de gestion nécessaire à l'inscription au patrimoine mondial. Donc nous nous sommes tournés vers la DECT pour un appui dans ce sens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Ouda, pour cette intervention très claire. Et c'est toujours intéressant d'entendre les attentes, les orientations d'autres collectivités internationales, puisqu'on voit les contextes sont bien évidemment considérablement différents, mais on voit qu'il y a des sujets croisés. Je pense que c'est ce qui explique l'intérêt du développement des partenariats, des échanges qui peuvent être sur des niveaux de formation, de partage d'expérience, mais qui peuvent aller plus loin, comme tu l'as montré avec cet exemple de la ville de Memjes, avec son centre d'interprétation, cette maison du patrimoine qu'il a mis en place, un exemple tout à fait pertinent. Pour poursuivre ces réflexions, je propose à nos deux derniers intervenants de prendre la parole. Il s'agira d'une intervention à double voix.
avec un projet croisé ministère de la Culture, Expertise France. Donc avec Pauline Lecointe, qui est coordinatrice du projet Patrimoine 3000 en Tunisie à Expertise France, elle nous le présentera. Et Mathieu Berton, qui est chargé de mission à la sous-direction des affaires européennes et internationales. Je crois que c'est d'abord Mathieu, puis Pauline Lecointe qui vont intervenir. Je vous laisse la parole. Merci. Jonathan, est-ce que vous m'entendez? Très bien, oui. Bon, parfait. Bon, je vais faire assez vite pour laisser ensuite Pauline effectivement présenter cet exemple concret d'intervention et puis laisser un peu de temps pour les échanges car l'heure tourne. Peut-être d'abord en transition, rebondir sur ce qui vient d'être dit par Ouda Odeimi qui était extrêmement intéressant et je crois révélateur à la fois de l'intérêt d'un certain nombre de beaucoup d'ailleurs de pays pour l'expertise française dans sa diversité, dans un certain nombre de champs, et puis la façon dont effectivement ça peut être mis en œuvre par les différents acteurs qui composent et qui détiennent ces savoirs en France, que ce soit au niveau des collectivités locales ou au niveau des opérateurs ou des institutions au niveau national, que certaines ont pu être citées par Ouda, que ce soit Chaillot, ou le musée du Louvre. J'ai moi-même l'opportunité actuellement de travailler sur faire partie des gens qui mobilisent les opérateurs pour Beyrouth. Et c'est vrai que très tôt, on s'est rendu compte qu'effectivement, les collectivités locales avaient été les plus rapides de par leurs liens très étroits qu'ils ont avec Beyrouth à proposer de leur aide, notamment dans le champ patrimonial. Et je pense en particulier à la région Île-de-France. Donc, je peux aller dans le sens d'Ouda et dire à quel point l'action des collectivités territoriales est à la fois importante en volume et importante en efficacité. Voilà. Rapidement vous dire qu'effectivement, pour le ministère de la Culture, depuis quelques années, la mobilisation de l'expertise au sein de la centaine d'opérateurs qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture est devenue une action importante, structurante, qui fait face en fait à un constat d'une importante une importante demande de nos partenaires étrangers, que ce soit en conseil, que ce soit en formation, mais aussi en accompagnement dans le développement de projets de toute nature. Et le tournant a été, a priori, plutôt à la fin des années 2010, notamment avec la construction du Louvre Abu Dhabi, qui a vraiment été un catalyseur de ce que pouvait apporter au niveau international l'expertise française et surtout envoyer un signal fort au monde pour dire qu'effectivement, les opérateurs français étaient tout à fait disposés à intervenir. Donc le ministère de la Culture est en ordre de marche pour répondre à ce défi au sein du service des affaires juridiques internationales au secrétariat général, avec notamment une mission spécifique qui s'appelle la mission expertise culturelle qui a été mise en place, qui a un positionnement central et qui travaille en collaboration et en étroite coordination avec le ministère des Affaires étrangères et notamment tous les postes, toutes les ambassades et les services de coopération d'action culturelle du monde pour entretenir ce dialogue étroit et permettre de faire remonter les demandes, les souhaits des différents partenaires et que puisse aller dans l'éditeur et au sein des acteurs de la déconcentration que sont aussi les DRAC. Et je vais venir ensuite aux questions des collectivités locales. Tout ça, on le fait, et c'est aussi l'intérêt d'intervenir à deux voix avec Pauline ensuite, on le fait en étroite coordination aussi avec Expertise France, qui détient évidemment tout le savoir-faire pour le portage logistique et technique sous certains aspects d'une intervention à l'international. Et à travers déjà un certain nombre de projets qui ont été mis en œuvre, et notamment ce projet important en Tunisie qui vous sera présenté dans quelques instants. Alors sur les thématiques, peut-être rapidement. Alors les thématiques sont variables, assez humain.
Alors, nous avons un problème de connexion. Que, public d'aménagement depuis les années 70. Donc, pour les non spécialistes, le renouvellement urbain, c'est justement pour… Vous m'entendez plus? Oui, il y a eu un petit problème de connexion. Pour mobiliser moins de bandes passantes, vous pourrez peut-être pendant quelques instants couper la caméra pour que le son soit optimal. Allô? Je pense qu'il y a un léger problème. Est-ce que ça refonctionne? Oui, ça y est, ça refonctionne. Ouais, Je vous laisse poursuivre, d'accord. pardon. Ouais, très rapidement, parce que je ne sais pas où j'ai été arrêté, vous dire que les thématiques sont très, très vastes, mais ce qui revient quand même, c'est de renouvellement urbain. Donc tout ce qui touche au fait de renouveler la ville, et donc l'existant, et donc forcément de mettre en valeur et de protéger le patrimoine. Vous m'entendez toujours? Pardon, j'ai un doute. Oui, oui, oui. Ouais. Les aspects réglementaires aussi. Je crois qu'il y a une forte demande au niveau international pour tout ce qui est lié à la réglementation du patrimoine, que ce soit le patrimoine urbain ou le patrimoine paysager. Et ce qu'on constate aussi, c'est évidemment toute la dimension touristique du patrimoine, que ce soit la mise en valeur du patrimoine urbain, mais aussi des savoir-faire, de l'artisanat et du patrimoine immatériel. L'autre aspect que je voudrais vraiment mettre en exergue là, à travers cette courte intervention, c'est de dire à quel point beaucoup de ces savoirs finalement sont se trouvent au sein des collectivités territoriales. Ces savoirs, pour la plupart d'entre eux, sont des choses qui sont développées par des acteurs locaux dans le cadre ancien maintenant depuis 40 ans de la décentralisation. Et donc, il est extrêmement à la fois pertinent et efficace que les collectivités locales puissent se mobiliser de concert avec des opérateurs, des structures qui ont plutôt une dimension nationale pour de collecter sur des projets. Et c'est tout le sens aussi, quand je vous disais que le ministère est en ordre de marche, de pouvoir essayer de fédérer et de mettre ces acteurs ensemble autour de… On ne vous entend plus. Peut-être si vous m'entendez toujours, j'en suis pas complètement… Je pense qu'il y a Mathieu, est-ce que vous nous entendez encore? Je vois que votre micro est coupé. J'en suis vraiment désolé. Ça y est, vous êtes revenu. Peut-être est-ce que vous pouvez, pendant les quelques minutes, couper votre caméra? Comme ça mobilisera moins de bandes passantes et il y aura peut-être moins de coupures. Voilà, allez-y. Voilà. Je conclurai pour ne pas faire perdre plus de temps à tout le monde avec ma connexion que effectivement, nous sommes convaincus au ministère de la Culture que énormément de savoir se trouve au sein des collectivités locales, tout simplement parce que ça fait 40 ans qu'on est dans un processus de décentralisation et que de ce fait, il y a énormément de compétences qui se trouvent dans les collectivités locales et qui a donc tout intérêt à intervenir de façon conjointe avec des acteurs nationaux, notamment les opérateurs, pour être vraiment performants, utiles aux pays partenaires, aux collectivités locales partenaires qui demandent des interventions et qui souhaitent que la France travaille avec eux sur des opérations liées qui touchent au patrimoine, qui soient urbains, qui soient paysagers ou qui soient au niveau des monuments. Et voilà, et je conclurai peut-être en vous disant qu'effectivement, les zones sur lesquelles on constate vraiment des demandes importantes, c'est l'Afrique,
l'Afrique francophone, beaucoup, mais pas seulement, de plus en plus l'Afrique de l'Est, le Moyen-Orient et puis l'Asie avec les deux grands émergents que sont l'Inde et la Chine, où il y a aussi de très fortes demandes. Voilà, je vais laisser Pauline, qui j'espère aura une meilleure connexion que moi de Tunis, pouvoir vous présenter ce projet intéressant de Carthage. Et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions ensuite. Merci beaucoup Mathieu. Pauline. Merci Jonathan, bonjour à tous. J'espère qu'on aura une meilleure connexion, c'est pas gagné. On vous entend et on vous voit très bien en tout cas. Bienvenue à tout le monde. Donc, je coordonne ici un projet, le projet Patrimoine 3000, qui est un projet qui est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par Expertise France en partenariat avec le ministère français de la Culture. Donc, brièvement, c'est un projet qui intègre un programme de 4 composantes. Une qui concerne le tourisme, qui est mis en œuvre par la GIZ, une qui concerne l'artisanat, qui est mis en œuvre par l'ONUDI, patrimoine mis en œuvre par Expertise France, ministère de la Culture, et une 4e composante qui est en cours d'attribution et qui est une centrale d'expertise qui va pouvoir notamment mobiliser sur un certain nombre de jours hommes de l'expertise sur des aspects réglementaires auprès de nos institutions publiques partenaires du tourisme, de l'artisanat et du patrimoine. Dans le projet Patrimoine 3000, il y a plusieurs composantes. Une grande composante qui est la modernisation du musée de Carthage et de ses abords. Ensuite, on a une autre composante qu'on a appelée bâtiment remarquable et qui traite en gros de 3 sujets. Un, sur des questions d'inventaire. 2, sur des expériences muséales. Et un 3e, sur un dispositif concession adossé aux bâtiments historiques. Alors, c'est vrai que le secteur du patrimoine dans la coopération est un secteur un petit peu complexe. Je crois qu'il y avait une intervention qui évoquait cette question d'identité. Effectivement, ça fait appel à une identité nationale forte, qui peut être parfois complexe pour intervenir en tant que structure étrangère dans le cadre d'un projet de coopération. C'est un secteur qui souffre d'une faiblesse de financement public, particulièrement ici en Tunisie ou dans d'autres pays du continent. En revanche, on sent qu'il y a quand même cette prise de conscience de ce patrimoine qui est au cœur des territoires. Cette prise de conscience, elle a été très poussée en Tunisie par la société civile, qui a mené un travail depuis des années de sensibilisation, de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître le patrimoine comme un outil essentiel au cœur de la dynamique des territoires. On a donc une société civile dynamique, un secteur privé florissant, des collectivités locales qui sont en Tunisie une première génération de maires. Finalement, c'est une nouveauté, en tout cas dans le fonctionnement des territoires, et donc avec un faible financement, ce qui fait que toute la méthodologie du projet que l'on a mis en œuvre, elle se base sur vraiment du partenariat public-privé, en redonnant au public ce rôle de contrôle, ce rôle de protection de son patrimoine, mais au secteur privé aussi un rôle de financement et à la société civile un rôle de veille. Donc, en fait, excepté, je veux dire, le projet Carthage qui évidemment est au cœur d'une problématique de territoire, on est sur un territoire classé UNESCO, donc on a tout un tas d'acteurs qui vont interagir au cœur de ce musée, de la mobilité autour de ce musée, de l'attractivité des publics, des scolaires, etc. Mais je dirais que c'est beaucoup plus dans la composante bâtiment remarquable que l'on a un travail d'accompagnement des collectivités locales tunisiennes. Alors, sur les questions d'inventaire, l'idée, c'est qu'on puisse démontrer un niveau territoire et je crois que là, l'expertise française a quand même toute sa place sur la dynamique entre société civile et secteur public pour se partager finalement la responsabilité entre la collecte, entre l'information, mais aussi toutes ces questions de validation scientifique qui sont difficilement externalisables comme on peut le faire sur d'autres secteurs. Ensuite, on a le dispositif concession. Alors, l'idée, c'est d'accompagner les collectivités locales tunisiennes, essentiellement des municipalités, mais aussi des ministères ou des entreprises publiques qui détiennent un certain nombre de bâtiments
que l'on a qualifiés avec nos partenaires historiques et qui malheureusement sont des coûts aujourd'hui pour la collectivité importants, des coûts de maintenance, des coûts ou souvent qui tombent en ruine, mais ça reste quand même des coûts de gardiennage et puis une gestion sur effectivement les risques d'effondrement ou de danger pour le public. Et donc, ils disposent de tout ce patrimoine bâti. Et donc, on a imaginé avec nos partenaires tunisiens pouvoir accompagner les collectivités locales à mettre en concession, donc faire appel à la créativité et aussi au financement du secteur privé pour redonner vie à ces lieux, notamment dans des secteurs qui contribuent au tourisme culturel, puisque ce projet est bien entendu inscrit dans un programme le plus vaste, donc avec des composantes artisanat et tourisme. Dans l'idéal, on aimerait pouvoir sortir des projets qui sont à la jonction de ces trois composantes. Je dois souligner aussi que sur notre projet, notre programme, pour le moment, l'essentiel de notre expertise, elle est tunisienne, parce que l'expertise tunisienne, elle est puissante, elle est forte, elle est compétente. Elle est sur place, mais elle est aussi présente dans la diaspora. Je dirais que dans l'équipe, on est quasiment, bon, mis à part moi, on va dire que l'ensemble de l'équipe et des experts sont tous issus de la diaspora tunisienne. Et il était important pour nous que sur un projet qui touche encore une fois l'identité et sur lequel on peut difficilement dupliquer des modèles à la française. Il y a eu des expériences dans ce qu'on avait appelé jumelage qui ont été douloureux parce qu'effectivement, on a parfois eu tendance à dupliquer des modèles à la française qui ne répondent pas forcément à des critères des logiques tunisiennes, mais que ça peut aller aussi bien d'un point de vue d'esthétisme, mais également de point de vue d'approche, aussi de vision de ce que peut être effectivement la politique patrimoniale à l'échelle d'un territoire. Donc, effectivement, dans ces composantes et ce projet-là, en tout cas, a l'ambition de pouvoir faire avancer et d'accompagner nos partenaires tunisiens à travailler sur ces gouvernances patrimoniales, mais en impliquant le secteur privé et la société civile, chacun dans son rôle, et ce qui est important pour nous. Ce projet, on le mène en étroite collaboration avec le ministère français de la Culture, qui est l'assemblée aujourd'hui de l'expertise patrimoniale à l'international. On a défini un petit peu un cadre aussi d'intervention avec le ministère de la Culture, comment on peut mobiliser cette expertise qui est florissante en France. On le sait, c'est une marque de fabrique aujourd'hui, de parler de France et patrimoine, on est reconnu pour ça. Comment on va mener ça pour qu'il y ait aussi on puisse sortir peut-être des réseaux traditionnels et des réseaux classiques qui se sont positionnés sur le marché aujourd'hui et qu'on puisse aussi aller chercher des compétences de manière assez transparente. On a convenu de pouvoir travailler sous forme d'appel à candidature, appel à projet. On a identifié pas mal de niches, dont une qui est comment on peut mobiliser des musées partenaires qui ont des thématiques communes ou dans les collections qui sont présentées sur les époques sur lesquelles on va travailler. Voilà, c'est une approche que l'on expérimente aussi avec le ministère de la Culture et on espère qu'elle va porter ses fruits. Voilà. Et là, en termes d'expertise, on compte beaucoup sur la 4e composante du programme qui va avoir une capacité de mobilisation de l'expertise. On est vraiment sur de l'expertise opérationnelle. C'est vrai que Mathieu le soulignait et c'est notre complémentarité aujourd'hui avec le ministère de la Culture, c'est l'aspect très opérationnel. On voudrait vraiment sortir de ce qui avait été évoqué d'ailleurs par le ministère des Affaires étrangères en introduction, de cette logique de jumelage, de ces voyages d'études. On veut vraiment de l'expertise opérationnelle sur de la production concrète aujourd'hui qui peut servir sur du partage de qu'est-ce que c'est la difficulté de gérer un contrat de concession, une négociation d'un contrat de concession, quelles sont les limites. On a besoin vraiment aujourd'hui d'expertise opérationnelle. C'est pour ça qu'on passera essentiellement par de l'appel à candidature, appel à projet avec des termes de référence qui sont vraiment explicités, des livrables et des choses très concrètes avec plutôt une approche de formation continue que de formation ad hoc. Voilà. J'espère que j'ai tenu dans les 7 minutes. Merci beaucoup, Pauline, pour cette intervention. Et Mathieu, effectivement, ça a été légèrement coupé, mais bon, ça arrive, il y a aucun souci.
Alors, on a parmi les participants des personnes, des partenaires internationaux. Je vois qu'on a des personnes de Hongrie, du Liban, du Mali aussi qui sont là, et des collectivités territoriales. Alors, je voyais il y avait Bonifacio, il y avait Marennes-Oléron, Toulouse, etc. Est-ce que, eh bien, vous avez des questions à nos différents intervenants pour aujourd'hui? Soit vous pouvez les poser les questions directement dans le chat ou effectivement demander à prendre la parole. Alors, je vois une première question d'Ouda Odeimi que je transmets. Est-ce que les collectivités locales tunisiennes ont-elles les compétences nécessaires pour faire le contrôle sur les secteurs privés amenés à intervenir sur le patrimoine? Une question que Pauline, peut-être vous pouvez répondre. Alors, effectivement, je l'ai mentionné discrètement dans la présentation, on est face à une première génération de collectivités locales. Donc, de manière très brute, je vais vous répondre non, effectivement, mais pas plus les collectivités locales qu'aujourd'hui. Les ministères, c'est un dispositif qui est méconnu. Ce sont des lois qui ont été assez évolutives. La dernière, les décrets d'application sont sortis en mai 2020. Donc, la réponse de manière brute est non. C'est pour ça qu'en fait, nous avons développé un dispositif d'accompagnement d'experts. Donc, nous avons recruté 4 experts, 2 juristes, 2 architectes, une juriste et un économiste qui sont en train de préparer la boîte à outils de la concession de bâtiments historiques en français et en arabe et qui pourront être déployés sur place pour les accompagner justement à travailler sur et les cahiers des charges et les contrats de concession pour qu'ils puissent exercer effectivement ce pouvoir de contrôle sur le patrimoine public. Jonathan, ton micro est coupé. Jonathan. Pardon, excusez-moi. Une question donc, de la part de Safa Chérif. Quelles sont les limites et difficultés du dispositif de la concession en Tunisie? Alors, c'est une question, je dirais, à laquelle on peut répondre en 2 temps. Le 2 temps, c'est dans le temps du projet. La difficulté va être le temps. Effectivement, la concession, la mise en concurrence pour attribuer la concession, la négociation du contrat de concession, les études préalables à toute intervention, ça va prendre du temps. Donc, je dirais que ça a une limite dans le temps du projet. Effectivement, le temps est serré. Et c'est toute la difficulté d'intervenir sur un agenda, je dirais, de coopération sur des projets qui ont des travaux et sur lesquels on n'est pas en délégation de maîtrise d'ouvrage, comme on peut le faire traditionnellement sur les projets de coopération qui impliquent des travaux. Je dirais que ça, c'est la première limite dans le cadre du projet. La seconde limite dans le temps, ce sera effectivement de pouvoir valider cette approche-là, de pouvoir convaincre que c'était la bonne approche, de pouvoir la multiplier sur l'ensemble du territoire, de trouver les investisseurs qui sont prêts. Les bâtiments, il y en a pas mal. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, je pense que votre association a commencé un recensement qui est assez fort. Le problème va être effectivement de trouver des investisseurs et de les convaincre à aller sur ce secteur-là qui est beaucoup plus coûteux que de faire du neuf aujourd'hui en Tunisie. Très bien, merci. Je crois qu'il y a une question, mais que je vais plutôt adresser à Anne-Marie Mével-Ringol, le ministère de la Culture, pourra y répondre effectivement, qui est Anne-Claire Gaudru de Toulouse Métropole qui pose la question: est-ce qu'il existe un label au ministère de la Culture ou autre qui permet de valoriser l'expertise des collectivités déployées dans ces projets? Toulouse, par exemple, fait intervenir archéologues, conservateurs et scénographes dans des formations et cherche à faire valoir cette expertise. Est-ce que… Oui. Alors. C'est pour qui la question?
Ministère de la Culture. Alors, il y avait une question d'un label au ministère de la Culture ou autre. Peut-être, Mathieu, je vous laisse d'abord répondre et peut-être ensuite Anne-Marie sur le label Expect qui peut être Oui, un élément de réponse. moi, je pense que ça va être vite pour. Je vais vite Mhm. passer la parole à Anne-Marie, parce qu'effectivement, à ma connaissance, il n'y a pas de label au ministère de la Culture pour valoriser l'expertise des collectivités locales déployées à l'international. À ma connaissance, mais je suis peut-être, je peux aussi passer à côté de certaines choses. Alors, en ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères et le label Expect, alors c'est pour permettre aux collectivités françaises qui le souhaitent de mettre en valeur donc leur expertise, et à partir de là, à partir du moment où elles nous font connaître cette expertise, nous pouvons donc délivrer un label avec un logo, leur reconnaissant cette expertise. Ensuite, nous pouvons déposer ce savoir d'expertise au niveau du réseau des affaires étrangères, donc auprès de toutes nos ambassades, auprès des partenaires que sont les associations d'élus avec lesquels nous travaillons. Et ensuite, nous pouvons faire appel à ces collectivités qui auront souhaité être labellisées pour pouvoir les mettre en présence d'une collectivité étrangère qui souhaiterait bénéficier de ce savoir-faire. Ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, qui est peut-être plus simple, une collectivité, comme le disait tout à l'heure Ouda Odemi, Monsieur Youssef a souhaité donc obtenir une expertise d'une collectivité française qui a travaillé sur la demande d'intervention pour obtenir le label de patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, à partir de là, je vais faire une recherche au niveau de nos labellisés, mais même au-delà, d'une collectivité française qui a travaillé sur ce type de label de l'UNESCO, et donc demander à la collectivité française si elle serait prête à faire et à soutenir cette expertise. Si elle est labellisée, pas de problème. Si elle ne l'est pas et qu'elle souhaite faire l'admission, à ce moment-là, nous la labelliserons. Voilà. Donc, on a deux façons d'obtenir ce label. D'accord. Et puis, je peux me retourner aussi vers les associations d'élus qui sont labellisées, c'est le cas de Cité Remarquable, et poser la question à Jonathan de savoir si, au niveau de ses membres, il y a une collectivité qui est déjà au patrimoine mondial de l'UNESCO au travers de ses monuments ou de son savoir-faire et qui pourrait répondre à cette expertise. D'accord. Un complément de réponse, Anne-Marie, en réponse à la question de Fabrice Dufaux de l'association Rempart. Est-ce que des associations autres que collectivités, je ne crois pas que ce soit le cas de Rempart, peuvent candidater au label Expect? Alors, normalement, non. Ça ne peut être que les associations de collectivités et collectivités directement. Toutefois, si l'association Rempart travaille déjà avec une collectivité territoriale qui peut les aider en la matière, on pourra répondre positivement. Mais ça ne peut pas être Rempart en premier qui peut être labellisé. Merci beaucoup, Anne-Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si c'est le cas, je vous invite à les poser dans le chat. Oui, une question de José OCT d'Hongrie qui pose la question. Donc, les collectivités locales sont au cœur de nombreux défis actuels, notamment climatiques, énergétiques et alimentaires. Comment sensibiliser les villes aux problèmes du patrimoine afin qu'ils soient inclus dans une vision globale d'aménagement du territoire? Il y a aussi la question de l'efficacité énergétique du bâtiment ancien. Alors, à qui s'adresse cette question, José? Oui. Ah, il faut que tu réactives le micro.
Oui, bonjour. Oui. Bonjour à toutes et à tous. C'était plus une réflexion, une question générale, parce que notre association travaille depuis de nombreuses années sur des questions d'organisation locale, de gouvernance locale, et qui touchent à différents domaines. Il y a quelques mois, j'étais intervenu sur des questions euh, d'alimentation urbaine et périurbaine auprès de professionnels de l'immobilier, et donc dans une perspective d'aménagement du territoire et de protection également du patrimoine. Enfin, comment articuler la question comment le patrimoine en fait peut aujourd'hui s'articuler auprès d'une ville ou d'une communauté d'agglomération ou d'un territoire, pour faire plus simple, comment le patrimoine et les politiques qui y touchent peuvent s'articuler par rapport à toutes ces problématiques-là. Quand on doit faire face notamment à des problèmes énergétiques, des problèmes d'alimentation, de trouver de nouveaux espaces. Voilà, comment sensibiliser les élus, comment la protection et la valorisation du patrimoine peut rentrer dans une réflexion plus globale. J'ai pu voir, par exemple, lorsque j'étais intervenu à l'École supérieure des professions immobilières, voilà, ils découvraient un petit peu, enfin, ils découvraient, j'exagère un petit peu, mais la problématique du patrimoine n'était pas leur principale préoccupation, bien entendu. D'accord. Merci beaucoup, José. Je propose de répondre. Peut-être que nos intervenants auront des compléments d'information. À Cité remarquable, cette problématique des villes anciennes, villes durables et plus spécialement du lien sur l'efficience énergétique du bâti ancien, c'est un sujet important. On y travaille depuis 2007 en partenariat avec le partenaire français Caisse des dépôts. Plusieurs ressources à vous noter qui pourront répondre à la question de José, mais OCT, mais d'autres personnes également. Il y a le centre de ressources déjà sur la réhabilitation responsable du bâti ancien, dont Cité est l'un des membres fondateurs. On travaille avec d'autres associations qui recensent des bonnes pratiques et avec un outil d'aide à la décision. Donc, on est plutôt sur les questions d'efficacité énergétique des bâtiments, pas seulement des monuments, aussi de l'habitat privé. Il existe un guide et un site internet qui s'appelle Quartier Ancien Durable et qui recense un certain nombre d'expériences de collectivités françaises sur la question de la végétalisation, sur les déplacements, sur les déchets, l'alimentation durable. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ces sujets, il y a effectivement cela. Et comme le disait Charlotte Legrand, il y a également des projets européens et internationaux en cours sur ces sujets. Il y a notamment eu un projet qui s'appelle le projet Sudway, dont Cité remarquable, on était aussi partenaire. C'était avec 3 collectivités principales, Cahors en France, Porto au Portugal et Vitoria-Gasteiz en Espagne. Donc voilà, il y a un certain nombre de projets qui peuvent être mis en place au niveau de l'Union européenne et des différents partenaires. Parfois, c'est délicat. C'est pour ça que je rejoins José OCT sur l'équilibre entre préservation du patrimoine et efficience énergétique. Il peut malheureusement parfois y avoir sur cette thématique particulière des propositions européennes qui peuvent parfois entrer en contradiction avec la protection du patrimoine, même s'il y a une norme en la matière. Dans tous les cas, voilà, je vous invite à consulter le site de Cité pour plus de renseignements. Du côté de nos intervenants, est-ce que vous avez des compléments d'informations ? Bon, juste très rapidement, Mathieu Berton, au ministère de la Culture, je m'excuse, hein, je préfère pas remettre la vidéo pour pas prendre de risques. Simplement, peut-être un élément de réponse à la question, comment sensibiliser les villes au problème du patrimoine, etc. Tout simplement en retournant la phrase et en expliquant que le patrimoine est souvent la solution ou une partie de la solution aux problèmes et aux défis climatiques, énergétiques et alimentaires, puisque comme le savent bien tous les gens qui travaillent sur le patrimoine, c'est qu'il a souvent été pensé de façon très bioclimatique et que la protection du patrimoine, notamment des espaces de patrimoine paysager, mais aussi de patrimoine architectural,
permettent de faire face en fait, aux effets du changement climatique, aux catastrophes naturelles. Et pour votre bonne information, c'est d'ailleurs un point qui sera à l'ordre du jour du prochain conseil exécutif de l'UNESCO qui se tiendra à partir du 4 novembre, un point qui a été mis à l'ordre du jour par la Grèce, qui est justement de davantage faire face aux effets du changement climatique sur le patrimoine culturel et naturel. Donc, le fait que toutes ces questions soient finalement, tous ces sujets, que ce soit l'alimentation, le réchauffement climatique, le patrimoine, soient finalement ensemble un tout global pour avoir une approche systémique des problématiques, je pense que ça fait son chemin et fort heureusement. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants avant que nous clôturons cette conférence? Alors, je n'en vois pas a priori. Je veux simplement partager un dernier élément avant que nous nous quittions. Tout d'abord, remercier nos 4 intervenants de Tunisie, du Liban, de France, d'avoir participé à cette conférence en ligne. Merci aux participants bien d'être là, d'avoir pu effectivement poser des questions. Dans tous les cas, nous, on reste à disposition si vous avez besoin plus d'éléments et pour aussi transmettre vos coordonnées si vous le souhaitez aux différents participants, aux différents intervenants, et vous dire que cette conférence en ligne inaugure un cycle un peu plus long puisque nous aurons 3 autres conférences programmées. Patrimoine et tourisme, ça débute dans quelques minutes puisque ce sera 16h. Aujourd'hui, le 29 octobre, le lancement de la 16e édition du concours national des entrées de ville et le 30 octobre, nouveau partenariat pour la revitalisation des territoires. Toutes ces conférences, dont celle-ci bien entendu, seront rediffusées sur le site internet du Salon du patrimoine www.patrimoineculturel.com. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci chaleureusement aux intervenants et l'équipe de Cité Cité Remarquable reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci à vous.